Yo, ça va, Xavier, c'est passé comment ton examen d'anglais? Bro, c'était bad. C'était bad. Pour de vrai, moi aussi, je suis cooked pour l'examen, pour l'oral surtout. Là, c'est juste demain. C'est demain? Demain. Bro, ain't no way, bro. Je suis Ouais. tellement cook. Je pensais que c'est la semaine prochaine. Non, c'est demain. En plus, je connais même pas le sujet. Je parle de les anglicismes. Bro. Bonjour et bienvenue à B de Balado, le balado préféré de la population étudiante du Collège de Bois de Boulogne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet très controversé de l'utilisation des anglicismes dans la langue française. La conversation que vous venez d'entendre vient tout directement d'un échange entre deux étudiants du cégep. On, cooked, bro, yo, for real sont quelques exemples d'anglicismes utilisés quotidiennement par les jeunes Québécois. Ces anglicismes ont envahi notre langue. D'ailleurs, même les adultes ne sont pas à l'abri de ces anglicismes. Selon le journal L'Actualité, les anglicismes représentent 1% des mots prononcés, alors que leur remplacement, seulement 0,08%, soit 12 fois moins. Pour vous donner un peu de contexte, les anglicismes sont des mots empruntés à l'anglais, et leurs remplacements sont des mots qui ont été créés par l'Office québécois de la langue française, afin de pouvoir empêcher l'utilisation de ces anglicismes-là dans notre vocabulaire commun. D'ailleurs, selon le QLF, 48,7% des jeunes de 18 à 34 ans au Québec disent que l'utilisation des anglicismes affecte négativement la qualité de leur langue écrite. Mais anglicisme, de quoi est-ce qu'on parle concrètement quand on dit anglicisme? Pour mieux comprendre ce sujet controversé de notre culture, il faut remonter au XVIIIe siècle, précisément en 1760, pour voir leur apparition. On estime que c'est autour de cette période que l'anglais a commencé son infiltration dans la belle langue de Molière, avec l'arrivée des Britanniques au Canada de l'époque. Quand le Canada était seulement constitué de Français venus s'établir en Nouvelle-France, il est facile de déduire que l'anglais était une langue pratiquement inconnue. Mais au XVIIIe siècle, quand les Britanniques ont envahi le pays, l'anglais a lui aussi commencé à venir envahir la langue française. On a défini il y a peu ce qu'était un anglicisme. Mais si on veut une définition exacte, il suffit d'aller voir un dictionnaire. Par exemple, celui d'Antidote nous donne comme définition « fait de langue propre à la langue anglaise ». Mais cette définition reste tout de même assez vague, étant donné l'étendue des anglicismes dans notre langue. En effet, comment pouvons-nous classer les mots melon d'eau et bro, tous deux provenant de la langue anglaise, dans la même catégorie? Melon d'eau, qui vient directement du mot watermelon en anglais, et bro, qui vient du mot anglais brother. Watermelon et melon d'eau sont au moins des traductions l'un de l'autre, alors que bro vient directement de la langue anglaise, sans être passé par quelconque traduction. En tout, on ressent 5 types d'anglicismes, chacun avec sa propre particularité. Premièrement, il y a les anglicismes sémantiques. Ce sont des mots français à qui on donne un sens anglais. Un bon exemple, ce serait le mot versatile. En français, versatile veut dire instable ou changeant. Mais quand on l'utilise pour dire polyvalent, comme en anglais, là, on tombe dans un anglicisme sémantique. Deuxièmement, on retrouve les anglicismes lexicaux. Ceux-là sont faciles à repérer. Ce sont des mots carrément empruntés à l'anglais. Par exemple, le mot chum, qu'on utilise pour parler de son copain ou de sa copine, c'est un mot anglais, mais on l'a adopté dans notre vocabulaire quotidien. Troisièmement, viennent les anglicismes syntaxiques. Ce sont des traductions mot à mot d'expressions anglaises. Un exemple très courant ici au Québec, c'est quand on dit un bon 10 minutes. En français standard, on devrait dire 10 bonnes minutes. C'est subtil, mais c'est typiquement un anglicisme de structure, ou anglicisme syntaxique. Quatrièmement, il y a les anglicismes phonétiques. Ce sont des mots français qu'on prononce à l'anglais. Par exemple, le mot zoo. Beaucoup de gens ici le prononcent zoo, alors qu'en français, la prononciation correcte est zo. Et finalement, le 5e type, ce sont les anglicismes orthographiques. Ce sont des fautes d'écriture influencées par l'anglais. Un bon exemple, ce serait le mot aluminium. En anglais, il s'écrit souvent sans le i avant le u, et plusieurs oublient ce i en français aussi. Alors voilà, 5 catégories d'anglicismes, 5 façons différentes de laisser l'anglais influencer notre français. Et honnêtement, on en fait tous sans s'en rendre compte. Mais les connaître, c'est déjà un bon pas pour mieux les éviter. Maintenant que nous en savons plus sur les anglicismes, allons voir les élèves et les professeurs du Collège de Bois de Boulogne pour en connaître un peu plus sur leur avis
par rapport à cela. Nous voilà en compagnie d'étudiants au collège de Bois-de-Boulogne qui vont nous parler un peu plus des anglicismes et de leur effet sur leur vie au quotidien. Donc dites-nous, c'est quoi votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Fares. Bonjour Fares. Est-ce que tu peux nous dire à quel point tu penses utiliser des anglicismes sur 10 à chaque jour au collège? En fait, zéro, parce que c'est genre ma troisième langue, donc je parle en français et en arabe, c'est ma première langue. Et l'anglais, c'est juste pour justement l'école et les études, quoi. Ok, est-ce que tu crois que les autres étudiants ils utilisent beaucoup d'anglicismes par rapport à toi? Ça dépend, parce que d'habitude, généralement, tout le monde, l'anglais, c'est leur deuxième langue. Moi, c'est ma troisième langue, donc il y a plusieurs personnes qui utilisent ça, mais ça dépend de chaque personne. Et est-ce que tu penses que les anglicismes c'est un enjeu très important pour le français en ce moment? Un peu, ouais, vu qu'on vit quand même dans une province qui est majoritairement, dont la langue est majoritairement français, et ça, c'est un peu un enjeu. Et justement, si on regarde l'histoire, il y a eu plusieurs lois contre justement l'utilisation de l'anglais, et c'est pas pour rien, donc c'est sûr qu'il y a un enjeu. Ok, merci Fares pour ton apport à ce grand dilemme et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous introduire s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Rawad Drewish. Et vous êtes bien étudiant au collège de Bois-de-Boulogne, dans quel programme? Je suis en sciences humaines, psycho. Ok, bonjour Rawad. Alors, j'ai quelques questions à te poser par rapport aux anglicismes. Donc, tout d'abord, est-ce que tu sais c'est quoi un anglicisme? C'est un mot de l'anglais qu'on utilise couramment dans le français. Effectivement, tu as la bonne définition. Est-ce que tu as l'impression d'utiliser souvent des anglicismes, toi, dans la vie en général? Je pense que ouais, moi et mes potes, souvent on parle un peu d'anglais là en morale, je pense que c'est généralement ça. Et est-ce que tu crois est-ce que ça te dérange personnellement d'utiliser l'anglicisme dans tes phrases au quotidien? Non, moi personnellement je trouve que c'est utile là, des fois il va me manquer des mots en français, je vais mettre un mot en anglais, juste l'insérer comme ça dans ma phrase. Puis est-ce que de temps en temps t'aimerais bien qu'il y ait un équivalent français à ces mots-là que tu pourrais utiliser? C'est sûr que des fois, comme ça va me tanner que je trouve pas le mot en français, puis justement le fait que je l'ai en anglais, ça va aider, mais je dirais pas que ça me tanne le fait que j'ai pas l'équivalent. C'est sûr que ça serait bien. Ok, je comprends. Et une autre question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que l'utilisation des anglicismes, ça dénature un peu notre français? Enfin, ça lui enlève sa vraie forme? Tu veux dire en termes de culture? Oui, en termes de culture, en termes d'identité. Honnêtement, moi, je trouve que ça, je disais Montréal. Je trouve que l'identité montréalaise, ça fait vraiment, c'est comme plus vibrant, plus dynamique. Le fait qu'on utilise justement un mix d'anglais et de français, c'est comme typique de Montréal. Je trouve pas que ça en enlève. Je trouve au contraire, ça rajoute un peu à la culture, là. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Là, ça fait plaisir. Bonjour, mon nom est Jean Parent. Je suis enseignant à Bois-de-Boulogne au département de physique depuis au moins 15 à 20 ans, mais ça fait quand même 25 ans que j'enseigne au niveau collégial. Alors, nous sommes présentement en compagnie de Monsieur Jean Parent, qui va pouvoir répondre à quelques questions par rapport à l'utilisation des anglicismes dans son cours. Donc, Monsieur Jean Parent, première question pour vous. En tant que professeur de physique, est-ce que vous utilisez souvent des termes appartenant à l'anglais lorsque vous donnez vos cours? Généralement, non. Donc, on essaie de faire attention. Donc, le langage scientifique au niveau collégial, c'est un langage de base. Et comme on a quand même une bonne base de professeurs et d'enseignants, c'est la même chose en passant, et les nouveaux livres aussi font attention au langage. Donc, on essaie de prendre des mots propres au français. C'est sûr que si on va un petit peu plus loin à l'université, le langage scientifique est basé beaucoup sur l'anglais, mais au niveau collégial, c'est très, très rare qu'on utilise des anglicismes. Donc vous trouvez que le niveau du français, il est un peu en train de rattraper l'anglais dans ces domaines-là? Qu'est-ce que tu dis, rattraper? Dans le sens qu'on utilise un peu plus de mots français. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça au niveau collégial. On a vraiment, donc, depuis quelques années, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Ces livres-là, donc, essaient d'utiliser un langage correct pour bien exprimer les notions de physique qu'on rencontre à tous les jours. Ok, parfait. Et deuxième question pour vous. Étant donné que vous avez une très longue carrière... Oui, mon jeune! Ok, donc deuxième question pour vous, Monsieur Jean Parent. Étant donné que vous avez une très longue carrière dans l'enseignement et que vous êtes présentement en fin de carrière, donc, est-ce que vous remarquez une différence dans l'utilisation de l'anglais par vos élèves, que ce soit dans leurs discussions, leurs questions d'examen, ou en général, entre aujourd'hui et au début de votre carrière? Oui, je peux dire qu'il y a eu une petite évolution, peut-être
du côté ce que l'anglais est de plus en plus présent dans les classes, surtout dans les pauses. Donc, des fois, on entend parler dans les corridors. Mais, par exemple, dans les copies d'examen, c'est très rare que je retrouve des mots en anglais, des phrases en anglais. Donc, la majorité des étudiants sont capables de s'exprimer dans un bon français quand c'est le temps d'une évaluation. Mais entre eux, l'anglais est devenu peut-être une langue plus courante qu'à l'habitude. Puis tout à l'heure, vous m'avez dit avoir enseigné à Montréal et dans d'autres zones du Québec. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les jeunes à Montréal et les jeunes dans le Québec en termes d'utilisation d'anglicisme? Peut-être que dans le reste du Québec, c'est sûr que l'anglais est moins présent, mais peut-être leur langage utilise aussi beaucoup d'anglicismes ici, donc ailleurs à l'extérieur de Montréal. Mais c'est sûr que ça dépend aussi du milieu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur de ça à Montréal. Donc, l'anglais, c'est la langue pour souvent s'intégrer plus facilement au reste de la population. Mm-hmm. Donc, c'est compréhensible que l'anglais soit fortement présent à Montréal. Ok, je comprends. Merci beaucoup, M. Jean Parent, pour votre participation à notre balado. Est-ce que vous avez des commentaires? C'était un plaisir de répondre à tes questions, Adam. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi. Oui, alors je suis Philippe Courcy, enseignant en anthropologie au département de sciences sociales au Cégep de Bois-de-Boulogne. Alors pour les questions par rapport à l'anglicisme, aux anglicismes, est-ce que les anglicismes sont un réel enjeu dans les dissertations? Pas dans les réponses aux examens. En général, les étudiants n'utilisent pas les anglicismes. C'est plus quand ils parlent en classe, quand ils veulent exprimer des idées, ou même dans les discussions entre eux. Souvent, ça se fait en anglais. Là. Ça peut arriver que ça se fait en anglais. Là. Puis moi je le considère comme un enjeu important là, à tel point que je suis intervenu plusieurs fois pour demander aux étudiants pourquoi ils parlaient anglais plutôt qu'en français en classe. Puis les réponses que j'avais c'était souvent parce qu'on aime ça puis parce qu'on a besoin de pratiquer l'anglais. Alors que souvent le français est souvent assez faible. Donc c'est ça. Qu'en est-il à l'oral? Dans les exposés oraux, j'ai remarqué souvent que les étudiants, quand ils manquent de vocabulaire, quand ils ont de la difficulté à exprimer les idées, ils ont tendance à aller vers l'anglais. Y a-t-il des cas flagrants? Ben c'est ça, comme celui-là. Ça, je trouve ça assez flagrant. Corrigez-vous vos élèves à l'oral. Et vous, faites-vous des anglicismes? Alors, si je corrige les élèves à l'oral, comme je vous disais, j'interviens quand je les entends parler anglais parce que je m'interroge tout le temps pour savoir pourquoi ils font ça. Ça m'arrive, puis habituellement, j'essaie toujours de traduire ce qu'ils me disent. Là. Parfois, il y a des termes aussi qu'on utilise qui viennent des réseaux sociaux ou tout simplement un langage qui fait partie de la culture, qui est tout le temps en anglais. Pour certaines expressions, puis j'ai pas vraiment d'exemple parce que je les utilise pas là, mais des fois c'est des expressions difficiles à traduire en français. Donc les étudiants ils trouvent pas de façon de les dire autrement. Alors dans ce cas-là, souvent je suis d'aucune utilité parce que je connais pas les termes. Puis moi, est-ce que je fais des anglicismes? C'est rare. C'est très, très rare. Là. C'est très, très rare que je vais utiliser un terme en anglais là, pour décrire des enjeux sociaux là, ou des contenus en lien avec ma matière. Là. Ça arrive presque jamais. Là. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose que les professeurs peuvent faire pour influencer les élèves à utiliser moins d'anglicisme en général? Être des exemples pour eux là, donc éviter là, toute forme d'anglicisme, toujours essayer d'utiliser au maximum la langue française là, pour décrire les choses, même quand nous-mêmes on se sent un peu dépourvu par rapport à certains termes là.
Donc, c'est ça. Moi, je dirais être des exemples pour les étudiants. On évalue aussi beaucoup le français dans les épreuves, là. Donc, ça, je pense que c'est une bonne c'est une voie c'est une bonne idée là. Dans le fond, c'est une bonne initiative là, pour renforcer le français là, au cégep. Là. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation. De rien. Alors, maintenant qu'on a récolté plusieurs avis assez nuancés, on peut en tirer une conclusion certaine. Le français reste une langue très importante au Québec. D'un côté, certains linguistes tirent la sonnette d'alarme par rapport aux anglicismes. Selon l'Office québécois de la langue française, plus de 47% des jeunes Québécois utilisent régulièrement des anglicismes dans leur conversation. Et dans la région de Montréal, environ 40% des gens travaillent dans des milieux où l'anglais est la langue principale. Cette influence constante, combinée à la domination culturelle américaine, fait craindre à plusieurs une lente érosion du français. C'est justement pour contrer ça qu'on a adopté la Charte de la langue française, mieux connue sous le nom de loi 101 en 1977. Cette loi vise à faire du français la langue du travail, de l'enseignement et des services publics au Québec. Elle a joué un rôle énorme dans la préservation de notre identité linguistique. Mais de notre côté, il faut reconnaître que la langue évolue. Les anglicismes ne sont pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, ils témoignent simplement d'une ouverture au monde. Dans un contexte globalisé, parler un français vivant, moderne et connecté, c'est aussi une richesse. Certains mots anglais remplissent même un vide lexical, comme l'a expliqué Monsieur Parent. Il n'existait tout simplement pas d'équivalent simple avant leur arrivée. Alors, faut-il bannir les anglicismes ? Pas forcément. Il faut surtout être conscient de leur présence et de leur impact. Parce qu'entre enrichir notre langue et la diluer, la frontière est très mince. En conclusion, la lutte pour préserver le français au Québec demeure essentielle. C'est une question d'identité, mais aussi de culture et de fierté. Mais dans le même souffle, refuser toute influence extérieure serait se fermer sur le monde. L'enjeu, c'est donc d'équilibrer ouverture et préservation. Protéger notre langue sans l'enfermer.